Bon, eh bien, nous voici enfin au mois de décembre 1979, le dernier mois de l'année. Oui, décembre 79. Et quand on regarde les documents, les témoignages, on sent que c'est vraiment la fin d'un chapitre pour le Japon de cette époque. Une année charnière, comme on l'a vu. L'année touche à sa fin, c'est vrai. Et avec elle, on referme aussi la première saison de notre exploration historique. Déjà, le temps passe vite quand on est plongé dans les archives. Absolument. Et on tenait vraiment à dire merci. Merci d'avoir été à nos côtés, d'avoir suivi pas à pas cette aventure au cœur des salles d'arcade, des rues, des écrans du Japon de 1979. Oui, un grand merci. Votre présence, votre curiosité, même si on ne vous voit pas, ça donne vie à ce récit. Ça nous motive à creuser encore plus loin dans les sources. C'est exactement ça. Et cette présence, on la ressent vraiment à travers l'intérêt pour tous ces documents qui nous aident à reconstituer cette période foisonnante. Et décembre 79, justement, ne fait pas exception. C'est un mois qui cristallise beaucoup de choses qu'on a vues émerger pendant l'année. Tout à fait. Alors, décembre au Japon, les sources nous décrivent bien l'ambiance. C'est le mois des illuminations qui transforme les avenues, on imagine Tokyo, Osaka, tout ça qui scintille. Oui, voilà. Les rues sont animées, même s'il commence à faire froid. Et puis, il y a les familles qui se préparent pour les fêtes de fin d'année, à leur manière. C'est un mélange intéressant de tradition, le shogatsu qui approche, et puis des influences plus modernes déjà. Une atmosphère assez électrique, non? Les sources parlent d'effervescence. Oui, une effervescence palpable. C'est le shiwasu, tu sais, le fameux mois où même les maîtres courent, tellement il y a à faire. C'est traditionnellement très chargé, D'accord. mais au-delà de l'agitation pour les cadeaux et les préparatifs du Nouvel An, la scène culturelle aussi, elle bouillonne, comme un dernier feu d'artifice avant de passer aux années 80. Ok. Alors, déballons ça un peu. Sur la scène culturelle, qu'est-ce qui se passe? L'année se conclut haut en couleur, apparemment. Côté manga, par exemple. Alors, côté manga, il y a plusieurs petites choses intéressantes qui ressortent des publications de l'époque. On note l'arrivée d'un nouveau shoujo, Kokikokozaka Kara. Ça sort dans Nakayoshi, un gros magazine pour filles. Koki Kosaka Kara, ça sonne assez poétique. Les descriptions parlent d'un ton délicat, c'est ça, j'imagine? Ah bah oui, toujours. L'infatigable Osamu Tezuka, le dieu du manga. Il continue la publication de Don Dracula. Ça, c'est dans le Weekly Shonen Champion. Même en fin d'année, Tezuka est productif. Incroyable. Et puis, il y a une parution un peu plus originale, quoi, mentionnée dans plusieurs articles sur les curiosités de l'année. Machinosaur. Et ça, c'est publié par Tommy, le fabricant de jouets. Machinosaur, Tommy. Attends, le nom et l'éditeur, ça fait penser à un truc hybride. Les sources disent incursion atypique entre manga et jouet. C'est quoi exactement? Un manga pub pour des jouets? C'est tout à fait ça. Et c'est là que ça devient intéressant, tu vois. C'est révélateur des stratégies marketing qui commencent à se dessiner. Ce n'est pas juste un produit dérivé créé après le succès d'un manga. Ah d'accord. Là, c'est une tentative, peut-être encore un peu maladroite, mais de créer d'emblée un lien fort, intrinsèque, entre l'histoire, le manga, et le produit, le jouet. Une sorte de synergie planifiée dès le départ. Voilà, c'est une des premières fois qu'on voit ça aussi clairement, ce qu'on appellera bien plus tard une approche transmédia, quoi. L'histoire qui se déploie sur plusieurs supports. Hmm, intéressant. Et ce qui est fascinant, c'est que ça montre bien que même fin 79, le manga, c'est pas juste un truc figé. C'est un terrain d'expérimentation permanent. Ça touche plein de genres, plein de publics, et ça commence à créer des passerelles parfois inattendues avec d'autres industries comme le jouet. Ça montre une vraie vitalité, une recherche de nouveaux modèles. Une stratégie assez précoce, finalement. On sent poindre l'idée des univers étendus autour d'une licence. C'est fou. Et pendant que le manga explore ses voies, à la télévision, il y a une autre histoire qui se joue. Plus discrète, mais avec des conséquences énormes à long terme. Je pense à Mobile Suit Gundam. Ah, Gundam. Les documents de l'époque, les chiffres d'audience qu'on a pu consulter, tout confirme qu'en décembre 79, la série, elle a toujours du mal. Elle peine à séduire le grand public. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. La série est même carrément sur la sellette. Faut dire que son ton, plus réaliste, ses intrigues politiques assez complexes pour un dessin animé de robots géants à l'époque. Ça détonne par rapport aux productions habituelles. Exactement. Ça déroute une partie du jeune public qui était habitué à des schémas plus simples, plus manichéens, quoi. Du coup, les taux d'audience sont franchement décevants. Et la production, elle envisage sérieusement d'arrêter les frais plus tôt que prévu. Oui, une fin anticipée était sur la table, mais
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, et ça ressort fort des analyses de cette période. Un phénomène assez nouveau pour l'époque se met en place. Tout à fait. Un noyau dur de fans commence à émerger. C'est ça, des fans souvent un peu plus âgés, des lycéens, des étudiants, et ils commencent à se mobiliser, activement. Ils envoient des lettres aux chaînes de télé, aux producteurs. Une vraie campagne de courrier, hein. C'est assez incroyable pour l'époque. Ces fans, ils ne demandent pas juste que la série continue. Ils expliquent pourquoi ils l'aiment, ils défendent sa complexité, son sérieux. Ils argumentent, quoi. Oui, C'est peut-être une des premières fois au Japon qu'une communauté de fans, comme ça un peu organisée, exerce une pression aussi directe et visible sur le destin d'une série télé majeure. Il montre qu'il y a un public pour ça, un public que les diffuseurs avaient peut-être pas vu ou sous-estimé. et ce soutien inattendu qui semble sortir un peu de nulle part pour les décideurs, eh bien il va littéralement sauver Gundam de l'oubli immédiat. C'est ça. La série n'est pas annulée brutalement, on lui accorde une fin un peu plus construite, et surtout, cet élan des fans, ça jette les bases de ce qui va devenir un véritable mythe de la culture pop japonaise. Les rediffusions, après ça, vont cartonner, les produits dérivés vont exploser. C'est fou de penser que sans cette mobilisation de décembre 79, l'histoire de l'animation japonaise et même du jouet avec les Gunpla aurait été très différente. Absolument. C'est une leçon fascinante sur le pouvoir naissant du fandom, et aussi sur la difficulté qu'ont les industries culturelles à anticiper ou même à comprendre toutes les niches de leur public. Gundam, c'est devenu un pilier, presque par accident au début. Un revirement spectaculaire né dans les lettres de quelques passionnés. Incroyable. Mais bon, la fin d'année 79 au Japon, ce n'est pas que des robots et des mangas. Les sources rappellent aussi l'importance d'autres événements, notamment musicaux. Ah oui, la musique, c'est très important en fin d'année au Japon. Il y a deux grands rendez-vous incontournables pour l'industrie musicale. D'abord, le Japan Record Awards. C'est un peu l'équivalent des victoires de la musique ou des Grammys, si tu veux. D'accord, la grande cérémonie de récompense. Voilà. Et cette année-là, en 79, le Grand Prix, le Record Taisho, est décerné à Judy Hong, une chanteuse très populaire, Pour quelle chanson? pour son énorme tube de l'année, Mise arrêtée. Ça veut dire fascinée. Une chanson qui a vraiment, vraiment marqué 1979. On devait l'entendre partout. J'imagine bien. Et après les récompenses, il y a l'autre grand moment musical, l'institution du réveillon, non? Exactement. Le Kohaku Utagasen, diffusé sur la NHK, la chaîne publique, le 31 décembre au soir. C'est bien plus qu'une simple émission de variété, c'est un vrai rituel télévisuel national. Comment ça fonctionne? Les chanteurs et chanteuses les plus populaires de l'année s'affrontent symboliquement. Il y a l'équipe rouge, les femmes, Akagumi, et l'équipe blanche, les hommes, Shirogumi. C'est un spectacle très suivi. Se retrouver en famille devant le kohaku, c'est une tradition très ancrée. D'accord, une sorte de grande messe musicale pour finir l'année. C'est ça. Les taux d'audience sont astronomiques. Y participer, c'est une consécration pour un artiste. Compris. Et dans un tout autre registre, les sources mentionnent aussi un événement sportif international. Oui, en décembre 79, la ville de Nagoya, dans le centre du Japon, a accueilli le 10e championnat d'Asie de basketball masculin. Ah oui. Et qui a gagné? C'est la Chine qui a remporté le tournoi cette année-là. Ils ont battu le Japon en finale d'ailleurs. Ça montre aussi qu'il y avait déjà des échanges sportifs importants au niveau régional. Culture, musique, sport, une fin d'année bien remplie. Mais les sources rappellent aussi qu'il y a une ombre au tableau, non Ève? Le souvenir d'une catastrophe naturelle encore récente. Effectivement, oui. Plusieurs sources notent que le souvenir du typhon Type est encore très présent en décembre. Il a frappé le Japon en octobre 79. Et ce n'était pas un petit typhon. Non, c'était un monstre, si je me souviens bien. Oui, il reste comme l'un des cyclones tropicaux les plus intenses et surtout les plus vastes jamais enregistrés dans le monde entier. Même si le pire est passé en décembre, les dégâts, les pertes humaines et simplement la violence de la nature qui s'est manifestée comme ça a laissé une marque profonde. Ça remet les choses en perspective. Voilà. C'est un rappel constant dans l'archipel japonais qu'on coexiste avec des forces naturelles extrêmement puissantes. Même au milieu de toute cette effervescence culturelle, technologique, ça apporte une note un peu plus grave, une sorte de gravité sous-jacente à l'ambiance de fin d'année qui se veut festive. Une perspective importante, oui, qui ancre tous ces événements culturels dans une réalité plus large. Et pendant que tout ça se passe, la vie continue, notamment dans les lieux de divertissement de l'époque. Les cafés et surtout les salles d'arcade. Elles ne désemplissent pas, j'imagine. L'ambiance y reste électrique.
Ah oui, plus que jamais. Fin d'année, peut-être que les gens ont un peu d'argent à dépenser ou juste envie de profiter des derniers moments de 1979. On imagine bien les salles, bruyantes, souvent fumées à l'époque. Pleine de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs. Oui, penchées sur les bornes d'arcade. Il y a cette compétition un peu fiévreuse sur les jeux stars du moment. Space Invaders, bien sûr, et toutes ces copies qui tournent encore beaucoup, mais aussi les nouveautés qui essayent de percer. Comme Galaxion. Galaxion de Namco, oui, avec ses ennemis qui piquent vers le joueur, ça changeait un peu. Ou des jeux de course comme Monaco GP de Sega, qui offraient une expérience différente, plus mécanique, plus physique. Une ambiance de compétition donc. Mais il n'y a pas que ça. Les sources parlent aussi de camaraderie. Oui, c'est un aspect important aussi. Les salles d'arcade, c'était des lieux de vie sociale, des lieux de rencontre. On regarde les autres jouer, on apprend, on échange des astuces, on défie les meilleurs du quartier. Il y a ce mélange assez unique de rivalité et de communauté qui se crée autour des machines. Un lieu social à part entière en fait. Tout à fait. Et alors que 1979 s'achève dans ce bouillonnement-là, on sent bien que l'industrie du divertissement, et surtout celle du jeu vidéo, elle est en pleine ébullition. Elle prépare déjà le passage à la nouvelle décennie, les années 80, qui s'annonce déterminante, hein. Justement, prenons un peu de recul sur cette année 1979 au Japon. Si on essaie de synthétiser toutes les informations qu'on a pu analyser, les documents, les bilans de fin d'année, les analyses du secteur, quelle image globale on peut retenir de 1979 pour l'univers spécifique du jeu vidéo japonais? Bah, si on devait vraiment garder une seule image forte, une idée maîtresse de 1979 pour le jeu vidéo au Japon à partir de toutes ces sources, l'image qui s'impose de manière écrasante, c'est celle d'une année archi-dominée par le phénomène Space Invaders. C'est pas juste un jeu qui a bien marché, c'est un vrai raz-de-marée, culturel, économique. On en a beaucoup parlé tout au long de cette saison, c'est vrai. Son impact est difficile à surestimer. Mais concrètement, ce raz-de-marée, comment il a transformé le paysage de l'arcade? La transformation, elle est vraiment profonde, elle est structurelle. D'abord, ça a mis le jeu vidéo au centre de l'attention. Les médias en parlaient, tout le monde connaissait. Ensuite, ça a physiquement changé les salles d'arcade. On a vu apparaître des lieux dédiés, les Invader Houses, tu te souviens? Oui, oui. Mais surtout, et ça, plusieurs analyses économiques de l'époque le soulignent bien, ça a accéléré de manière spectaculaire la disparition des jeux plus traditionnels, notamment les jeux à médailles, le Medal Games. Ah oui, ces jeux électromécaniques. Voilà. Souvent assez lents, basés sur la chance, c'était un pilier de l'arcade japonaise pendant longtemps, mais ils n'ont pas résisté à l'attraction du jeu vidéo d'action frénétique incarné par Invaders. L'argent des exploitants et l'espace dans les salles, tout s'est massivement reporté vers les bornes vidéo. Au point qu'il y avait des histoires de pénurie de pièces de 100 yens, alors. Oui, c'est devenu une sorte de légende urbaine, peut-être un peu exagérée, mais ça montre bien l'ampleur du phénomène, hein. Une vraie révolution économique et même spatiale dans les lieux de divertissement. Incroyable. Et chez les grands acteurs de l'industrie, on a vu Sega bouger pas mal cette année-là d'après les sources. Effectivement, 1979 semble avoir été une année charnière pour Sega sur le plan de l'organisation interne. Les documents pointent vers une réorganisation assez profonde. Et au cœur de tout ça, il y a une figure qui commence à prendre de plus en plus d'importance. Laisse-moi deviner, Hayao Nakayama? Exactement, Hayao Nakayama. Son nom revient sans cesse quand on étudie l'histoire de Sega. Son rôle devient plus central en 79? Qu'est-ce que ça veut dire pour la direction de l'entreprise à ce moment-là? Bah, son influence grandissante, elle semble coïncider avec une volonté de Sega de renforcer ses capacités de développement et de production au Japon, peut-être pour préparer une stratégie plus agressive sur le marché local, mais aussi à l'exportation pour les années à venir. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, et noté dans certains documents, c'est que la structure historique Esco Trading, Celle fondée par David Rosen au départ? oui, celle qui était à l'origine axée sur l'import-export de jeux, de jukebox, etc., la base de Sega, quoi, eh bien, Esco Trading reste active en parallèle. Ah, donc les deux coexistent. Oui, cette coexistence suggère une période de transition, peut-être de consolidation. L'ancienne garde, l'ancienne structure, et la nouvelle vision incarnée par Nakayama qui monte en puissance, avant qu'il ne prenne vraiment les commandes pour lancer Sega dans la course aux consoles quelques années plus tard. Une transition stratégique majeure qui se met en place, discrètement peut-être, mais sûrement. Et face à cette dynamique chez Sega, et surtout face à l'ogre Taito avec son Space Invaders, comment réagit la concurrence? Il ne reste pas les bras croisés, j'imagine. Ah non, pas du tout. L'écosystème est très réactif au Japon. D'une part, bien sûr, ils essaient de sortir des jeux capables de rivaliser. On a parlé de Namco avec Galaxian, par exemple. Oui, Mais
D'autre part, et ça c'est un point plus technique qui ressort de plusieurs analyses industrielles, on observe une adaptation matérielle assez significative chez beaucoup de fabricants. Ils commencent à adopter des systèmes de bornes d'arcade plus modulaires et flexibles, Modulaire et flexible, c'est-à-dire pour pouvoir changer les jeux plus facilement dans la même borne. exactement ça l'idée. Ne plus avoir acheté une borne complète, une dedicated cabinet, pour chaque nouveau jeu. Avec un système modulaire, l'exploitant de la salle, il peut garder la caisse, l'écran, les contrôles, la lime, et ne changer que la carte de jeu, la PCB, ou parfois même juste une cartouche ou une cassette qui contient le logiciel. Malin, c'est une réponse directe à la demande frénétique de nouveautés qui a été déclenchée par Space Invaders. Le cycle de vie des jeux s'accélère énormément. Il faut pouvoir renouveler l'offre très vite et à moindre coût pour garder les joueurs et vider leurs poches. C'est logique. On voit apparaître des tentatives comme le Dico Cassette System de Data East. Ils utilisaient des mini-cassettes audio standards pour stocker les jeux. Bon, son lancement effectif, ce sera plutôt début 1980, mais l'idée est clairement dans l'air dès la fin 79. Une standardisation technique au service de la flexibilité économique en somme. Très malin comme adaptation face à un marché qui devient hyper concurrentiel et très rapide. Tout à fait. Toute cette effervescence, ce succès massif, ça a aussi un côté sombre qui est largement documenté dans les sources qu'on a vues. Le piratage. Les sources juridiques, les articles de presse de l'époque, ils montrent que Taito, en particulier, a dû mener une bataille juridique et technique acharnée sur ce front. Ce n'est donc pas juste une petite nuisance, c'est un enjeu économique majeur pour les créateurs et les distributeurs légitimes. On peut dire que derrière les écrans lumineux et les joysticks, il y a aussi une guerre industrielle et juridique intense qui se joue. Carrément. Protéger sa propriété intellectuelle, défendre ses parts de marché face à des copies souvent vendues beaucoup moins cher. C'est un défi permanent. Et cette lutte contre le piratage, qui explose vraiment en 79 avec Invaders, ça va devenir une caractéristique de l'industrie du jeu vidéo pour des décennies. Ça va même s'intensifier avec la mondialisation du marché dans les années 80. C'est l'autre face, moins glamour de cet âge d'or des arcades. Voilà, donc un tableau très riche pour cette fin d'année 1979 au Japon. Une année qui a vu, c'est clair, le jeu vidéo s'installer très durablement dans le paysage culturel et économique. Une année de bascule, oui, assurément. Mais notre exploration de 1979, en se basant sur tous les documents qu'on a pu étudier, elle ne s'arrête pas aux frontières du Japon. Quant à nous, notre voyage, lui, il ne s'arrête pas là. Ah, on ne passe pas à 1980 tout de suite. On reste sur 1979. Oui, on reste sur cette année cruciale, 1979. Mais on va changer de point de vue, changer de continent. Le prochain épisode, on va se focaliser toujours sur l'année 1979, mais cette fois-ci, on va regarder ce qui se passait aux États-Unis. Ah, passionnant. Mettre en miroir l'expérience japonaise qu'on vient de décrire avec celle de l'autre grand pôle du jeu vidéo de l'époque. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à y découvrir? Ce sera très différent. On va examiner justement comment le marché américain a évolué pendant cette même année 79. Qui étaient les acteurs dominants là-bas? On pense évidemment à Atari, mais il n'y avait pas que Bally, Midway, Williams, c'était très fort dans l'arcade aussi. Quelles ont été les dynamiques spécifiques, les grands succès, les défis économiques, sociaux peut-être, qui ont marqué l'industrie américaine du jeu vidéo en 1979? Donc on va regarder l'arcade américaine, mais aussi les consoles de salon. Oui. On explorera l'état de l'arcade aux US et aussi l'essor des premières consoles de deuxième génération, notamment l'Atari VCS, la fameuse Atari 2600. Comment tout ça s'inscrit dans le contexte américain de l'époque, qui était aussi une période de changement. Comparer les deux scènes, Japon et États-Unis, ça promet des parallèles intéressants, c'est sûr, mais aussi de voir les différences culturelles et industrielles assez marquées. Une analyse comparative qui s'annonce très éclairante en effet. Bon, eh bien on se donne rendez-vous très bientôt pour cette prochaine exploration, direction les États-Unis en 1979.